Le jeudi 18 septembre 2025, c'est notre bulletin numéro 256 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Ceux qui sont abonnés pourront avoir accès à la conférence que nous avons donnée mardi dernier. Donc pour les sponsors de notre chaîne, voilà, c'est extrêmement important que nous puissions continuer à développer des nouveaux contenus. Allez sur le site également stratpol.com, il y a beaucoup d'articles qui sont originaux que vous ne pourrez lire nulle part ailleurs. Voilà, je compte sur vous. Et puis bien sûr, abonnez-vous à notre partenaire, le Géopolitique Profonde, le magazine Géopolitique Profonde. Donc le numéro de ce mois de septembre, c'est celui auquel j'ai participé, avec un article sur le père de tous les mensonges, donc la destruction du MH17. J'essaie d'apporter des réponses à la question: comment est-ce qu'il a été détruit et était-ce délibéré ou pas? Donc, et vous retrouverez dans ce numéro des auteurs très en vue comme Sylvain Ferreira, Alain Soral ou Pierre-Antoine Plaquevent. Retour rapidement sur l'assassinat de Charlie Kirk, puisque j'en avais parlé la semaine dernière, qu'il y a eu beaucoup de commentaires, et entre-temps, plusieurs théories sont apparues, y compris en Russie. Donc la première théorie, c'est que c'est de son initiative, parce que pour faire plaisir à son amant transgenre, hein, que l'assassin, le fameux Tyler, a accompli cet acte, qu'il aurait pris le fusil de son grand-père, d'après ce que j'ai compris, et puis qu'il s'en est confessé donc auprès de son amant. La BBC a publié les échanges. Les deux autres théories, la première que j'ai entendue, c'était à Moscou, donc puisque j'ai participé à l'émission de Solovyov-Vecher, hein, du fameux Vladimir Solovyov, et un des spécialistes des États-Unis qui était là, lui, est persuadé que c'est organisé avec une compagnie de sécurité privée, et que derrière, c'est sans doute l'État profond, le parti démocrate, enfin des émanations du parti démocrate. Et puis enfin, la troisième théorie, c'est que derrière, ce serait Israël, puisque après avoir été soutenu et largement par Israël, eh bien, petit à petit, et en plus c'est Tucker Carlson qui en parle, hein, notamment, petit à petit, il y a eu ce virage de la part de Charlie Kirk de remise en cause, en fait, finalement, de la toute-puissance des groupes de pression pro-israéliens aux États-Unis. D'ailleurs, cette théorie a fait très peur à Netanyahou, puisqu'il a pris la parole pour la dénoncer. C'est à mon avis trop tôt pour avoir une opinion totalement arrêtée. Encore une fois, moi, c'est plutôt la première théorie que je privilégierais. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'une haine indicible tourne autour de ce meurtre. On a vu les militants de gauche américains se réjouir. Alors en plus, c'est tous beaucoup de LGBTQ+, avec des trucs dans le nez. Là, c'est pas très beau à voir. Et donc ça montre bien quand même la nature profonde de ce crime, hein. Même si, encore une fois, Tyler a été manipulé par un service, par une officine privée, la réalité, elle est là. Cette manière de se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est totalement obscène, comme ceux qui se sont attaqués à la tombe de Jean-Marie Le Pen. Encore une fois, le jour où Jean-Luc Mélenchon mourra, à la limite, j'irai même pourquoi pas participer à une messe pour le repos de son homme. Il en aura bien besoin, évidemment. Donc c'est ça aussi, encore une fois, on est toujours dans ce combat de civilisation entre la civilisation helléno-chrétienne et l'Occident dégénéré. Au-delà des circonstances de ce meurtre, peut-être de ses commanditaires, ce qu'a révélé en tout cas ce meurtre de Charlie Kirk, c'est qu'il y a toute une partie de la droite conservatrice américaine qui s'éloigne du sionisme, alors qu'avant elle en était un des piliers fervents. Et donc Charlie Kirk en est une image. On a également Candace Owen, d'ailleurs, qui a fait une très belle vidéo pour parler de Charlie Kirk. Donc c'est des choses qui sont en train de se passer, qu'il faut observer. Alors celui qui en a parlé le mieux, c'est fait partie des choses qui m'ont plu cette semaine, c'est Xavier Poussard, dans une interview qu'il a donnée sur GPTV. Voilà, et c'est d'autant plus intéressant qu'on observe un mouvement inverse au sein d'une partie de l'extrême droite française. Ce qui m'a plu encore cette semaine, eh bien, c'est les 230 ans de la ville de Lugansk. Lugansk, encore une fois, Lugansk, c'est elle-même libérée en 2014, et maintenant la République populaire de Lugansk, à part quelques kilomètres carrés, eh bien, est totalement libérée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est les 230 ans, donc ça nous rappelle bien qui a fondé la ville de Lugansk, qui a fondé la plupart des grandes villes d'Ukraine, en dehors de Kiev et de Lvov. Eh bien, c'est l'Empire russe, ce sont les Russes qui ont fondé tout ça. Voilà. Donc c'était une belle occasion de se réjouir, et petit à petit, évidemment, au fur et à mesure que le front s'éloigne, et de Lugansk qui s'éloigne de plus en plus, la vie dans cette ville retournera à la normale. Lorsque j'y étais la dernière fois, il y avait encore le couvre-feu, mais ça fait déjà un petit moment, et je dirais qu'elle pourra aussi se développer, parce que
beaucoup des villes dans le Donbass sont sous la tutelle de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Donc évidemment, petit à petit, ils essaient de copier, de montrer le modèle. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, ce que l'on voit à Donetsk, en fait, finalement, ça ressemble de plus en plus à tous ces travaux fantastiques qui sont faits dans la ville de Moscou, qui en font une ville magnifique. Et d'ailleurs, cette semaine, c'était la fête de la ville de Moscou, qui a été fondée il y a 878 ans par Yuri Dolgorouki. Donc c'était un Rurikide, c'est de la dynastie qui a fondé la Rousse de Kiev, qui auparavant d'ailleurs était à Veliki Novgorod. Rappelons toujours que si Kiev est la mère de la Russie, le père est à Veliki Novgorod, en Russie. C'est la dynastie descend de Veliki Novgorod et s'installe à Kiev, donc il y a à peu près 1000 ans. Et donc c'est ça qu'il faut bien souligner. Et donc à partir de ce creuset dynastique, les descendants du prince Vladimir ont fondé différentes cités, et une cité qui était à l'origine modeste, c'est la cité de Moscou. Vladimir Poutine a participé aux festivités. Il a dit à quel point cette ville était une des plus modernes, des plus propres, des plus accueillantes, etc. Et Vladimir Poutine a tout à fait raison. Je vous invite à vraiment venir visiter Moscou. Même ceux qui ont été il y a 10 ou 5 ans, ça s'est encore tellement embelli, amélioré. C'est une ville fantastique, évidemment. Pour les Parisiens, ce sera dur à supporter, ce choc d'organisation, ce choc de numérisation, ce choc de propreté, ce choc de sécurité. Mais il est temps de vous confronter au monde réel. Et le monde réel, c'est que la France, c'est en voie de tiers-mondisation. Et qu'en revanche, il y a d'autres pays, alors il y a la Russie, mais il y a aussi beaucoup de pays d'Asie, ce sont au contraire c'est la direction différente qui a été prise. Économie maintenant, donc comme nous nous y attendions, la note de la France par l'agence Fitch a été baissée, donc on a perdu notre double A. Alors ça, finalement, les conséquences avaient déjà été immédiates, avaient déjà été absorbées par les marchés. Donc on a l'emprunt à 10 ans est monté de 3,6, je crois, quelque chose comme ça. Le pire, c'est l'emprunt à 30 ans, là qu'on est à 4,6. Et pour l'instant, donc j'ai pu consulter des spécialistes. D'ailleurs, je remercie Julien de m'avoir consacré du temps sur les agences de notation. Fitch est la moins influente. Ce serait vraiment grave si d'ici 2 mois, on est dégradé par Moody's et par Standard & Poor's, qui sont vraiment des agences très, très influentes. Quelles conséquences ça va avoir dans l'immédiat, donc en dehors de cette augmentation donc du pourcentage qu'on doit payer pour la dette, la conséquence, c'est qu'à l'intérieur du budget français, qui est déjà déficitaire monstrueusement, il va y avoir une part de plus en plus importante pour le traitement de la dette. Donc pour ceux qui disent que pour la dette, c'est pas grave, c'est du grand n'importe quoi, puisque plus vous avez à payer les intérêts de la dette, plus ça prend de la place dans votre budget. Et encore une fois, les ressources du budget français sont de plus en plus basses, et elles vont pas aller s'améliorer, puisque là on est rentré dans une phase de turbo-socialisme avec ces stupides Zuckman, là je crois. Donc imaginez que dans le pays le plus taxé du monde, la solution c'est de mettre encore plus de taxes. Il faut vraiment être stupide ou fanatique, sans doute un peu des deux. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, je pense que les Français, comme les Russes, devront expérimenter le socialisme jusqu'au bout pour en être définitivement débarrassés. Voilà, les Russes sont sortis du socialisme en décembre 91. Ils ne veulent absolument pas y revenir. Et même si en Russie vous avez un parti communiste, finalement, il est socialiste comme peut l'être le Front National. Et même d'ailleurs sur les questions sociétales ou de politique étrangère, il est à droite du Rassemblement National. Donc il faut encore une fois tout relativiser. Et puis il est minoritaire. La réalité, c'est qu'il est très minoritaire. Les Russes apprécient l'économie de marché, apprécient le fait que lorsqu'on travaille, on est récompensé par les fruits de son travail. Voilà. Vous n'avez pas un État impotent, inefficace et obèse qui vient vous voler le fruit de vos efforts. Voilà ce qu'on peut dire sur ce qui attend la France. Donc rendez-vous d'ici 2 mois pour les futures notations. Par comparaison, comme je vous le disais, venez faire un tour à Moscou et puis on peut vous y aider si vous voulez ouvrir un compte. On a toute une gamme de services qui vous est adressés. Il y a beaucoup de choses à faire en Russie. Il faut venir voir, y compris pour le business. On peut vous y aider. Le taux de la Banque centrale continue à baisser. Donc on est passé de 21 à 20 à 18. Et là, vendredi dernier, on est passé à 17. Donc on va dans le bon sens. C'est pas suffisant pour relancer l'économie. Il faudrait baisser à 12, c'est ce que veulent les ETI et les PME. Mais on comprend aussi la prudence désormais du gouvernement et de la Banque centrale, c'est que depuis 2022, avec ces placements très élevés, la masse monétaire a doublé en Russie. Et donc ce qu'il ne faut pas provoquer en baissant
tout d'un coup brutalement les taux, c'est que les gens qui avaient mis pour placer à 20%, eh bien viennent, à partir du moment où c'est moins intéressant, ils se décident pour aller acheter la voiture ou la Dacia de leur rêve, donc ils viennent retirer tout leur argent. Auquel cas, vous retrouviez avec énormément d'argent sur le marché, et ça contribuerait évidemment à refaire redécoller l'inflation qui est plus ou moins en train de se stabiliser. Donc voilà, cette politique des taux très hauts va avoir des conséquences qui devront être gérées sur le moyen terme. Pour cette raison que je viens d'évoquer, là, avec un taux à 17%, ça fait des placements à 15-16%. Donc évidemment, c'est toujours très rentable, hein, c'est beaucoup mieux que le livret A, j'imagine. Donc les gens vont pas retirer brutalement leur placement, ils vont simplement, une fois qu'ils seront arrivés à terme, eh bien, au lieu de les remettre à 20 ou 18%, ils les mettront à 15 ou 16. Mais au fur et à mesure qu'on va baisser, on va voir si les gens vont se précipiter pour récupérer leur placement ou pas. Ça va jouer énormément sur la vie économique de la Russie, je pense, en 2026. Si la Russie a quelques problèmes économiques que nous analysons pour vous sur Stratpol, ils ne sont rien par rapport à ce que subissent les pays membres de l'Union européenne, et au premier rang duquel, malheureusement, pour tout le monde, puisque c'est le moteur, l'Allemagne. Et il y a eu un article très intéressant dans Les Échos où l'on découvre que l'industrie des machines-outils n'arrive pas à récupérer. Les raisons, évidemment, on les connaît, c'est le fait qu'elles sont nombreuses, mais c'est que la concurrence chinoise est de plus en plus importante, et surtout, avec l'augmentation du coût de l'énergie due aux sanctions contre la Russie, eh bien, l'industrie allemande, dans aucun domaine, n'est restée compétitive, et donc elle va droit dans le mur, droit à la catastrophe. Mais pour l'instant, finalement, c'est comme pour la Finlande, c'est le modèle français, je dirais, qui domine, c'est-à-dire le modèle socialiste, c'est-à-dire que l'idéologie domine toutes les règles économiques, et notamment les règles du marché. Donc ça, on l'a observé en Finlande, et il y a toute une partie de la zone frontalière dans laquelle les hommes d'affaires finlandais avaient aménagé des spas, des centres commerciaux, des villes très sympas pour les touristes russes. Tout ça maintenant est en train de mourir. C'est des milliards d'euros qui sont perdus désormais. Mais parce qu'en fait, il faut mettre des sanctions contre la Russie. Donc encore une fois, l'idéologie s'impose sur les règles du marché. Et l'Allemagne, c'est exactement pareil. Friedrich Merz, même on s'attendrait à ce que la CDU de CSU, qui était un peu le parti des industriels, veuille lever les sanctions pour permettre à l'économie de revenir compétitive. Non, finalement, c'est le modèle français qui s'impose, c'est-à-dire le marché est soumis à l'idéologie. Et c'est bien dommage. Cette augmentation du coût de la production par le coût de l'énergie est due, on l'a vu, aux sanctions qui ont été mises contre les ressources énergétiques russes. Et là, c'est pas Stratpol qui le dit, c'est Mario Draghi, ancien Premier ministre italien, directeur de la Banque Centrale Européenne, qui explique que le GNL américain coûte à l'Europe entre 60 et 90% de plus qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que je précise bien, les États-Unis nous vendent leur gaz liquéfié 60 à 90% plus cher que ce qu'ils achètent, eux, chez eux, quand ils le consomment chez eux. Et donc, évidemment, au niveau de la compétitivité, c'est une véritable catastrophe. Mario Draghi précise que les prix d'électricité pour l'industrie dans l'Union européenne sont supérieurs de 158% à ceux aux États-Unis et en Chine, et que les prix du gaz, eux, sont supérieurs à 345%. Donc, évidemment, toute concurrence face à la Chine ou aux États-Unis est tout simplement impossible. Et c'est pour cela que la Hongrie et la Slovaquie, qui bénéficient d'un gaz et d'un pétrole bon marché de la part de la Russie, vont continuer à en acheter. De la même manière que la Turquie, dont les approvisionnements en gaz et en pétrole, je crois que c'est 50%, ça dépend de la Russie, plus ou moins 5%, eh bien, ils vont continuer à en acheter, même si c'est la première armée de l'OTAN en Europe. Ça ne changera absolument rien. Donc, il y a peu de chances que Donald Trump mette des sanctions secondaires contre la Chine, mais on sait que c'est impossible. L'Inde, il l'a fait, il a mis 50% de taxes, ça ne change rien. Donc voilà la situation, c'est encore une fois l'Union européenne, la classe dirigeante européenne viennent une nouvelle fois de percuter le mur du réel. À cela, on peut aussi ajouter qu'il n'y a pas que les pays d'Europe et la Turquie qui ne veulent pas appliquer les exigences de Donald Trump, mais il y a le Japon aussi. Le Japon vient de déclarer que eux, ils ne mettraient pas de sanctions contre le pétrole russe. Économie toujours, un de nos auditeurs nous a demandé ce qui se passait avec Air Liquide en Russie. Donc Air Liquide, c'est une excellente, brillante compagnie française qui pèse 600 millions d'euros en Russie, et elle a été mise sous tutelle en fait par l'État russe. C'est-à-dire que la holding Air Liquide est encore propriétaire
des actifs d'Air Liquide en Russie, mais la société est contrôlée par l'État et les dividendes aussi. Donc j'ai fait ma petite enquête. Vraisemblablement, Air Liquide a commis l'erreur d'attendre trop tôt pour faire ce qu'ont fait d'autres sociétés étrangères, c'est-à-dire de transférer temporairement la propriété en fait au management, c'est-à-dire que vous prenez votre directeur général russe, son directeur financier, et puis vous leur vendez à crédit en quelque sorte les actifs, et puis quand la guerre sera terminée, les sanctions sont levées, eh bien vous pourrez les racheter. Donc évidemment pour le management c'est une bonne opération. C'était assez facile à faire au début de l'opération militaire spéciale, mais vraisemblablement Air Liquide a attendu trop longtemps. Et puis, pourquoi est-ce que tout d'un coup, les Russes décident de ça sur un coup de tête? Je pense que c'est dû au vol, notamment par Emmanuel Macron, enfin du régime d'Emmanuel Macron, des actifs russes, donc les obligations françaises que les Russes ont achetées et qui ont été gelés. Alors, pour l'instant, les actifs n'ont pas été volés, mais les dividendes sont volés. Quand vous placez de l'argent, les dividendes vous appartiennent. Donc tout ça est volé, ou en tout cas dans le discours, si ça se trouve, c'est même pas vrai, et pour être, soi-disant, envoyé à l'Ukraine. Donc finalement, c'est à peu près la même chose que font les Russes avec Air Liquide. Et comme je l'ai déjà expliqué, il faut bien se rendre compte que si la France a, comme c'était dans le Figaro en 2022, bloqué, gelé, par Euroclear 22 milliards d'actifs à la Russie, d'obligations que le trésor russe avait achetées, eh bien, Vladimir Poutine, à côté, il a une liste des actifs français. Et si le régime d'Emmanuel Macron définitivement refuse de payer les dividendes et de rendre les actifs, eh bien, Vladimir Poutine, je caricature, mais ça pourrait comme ça, il va signer un bon à la holding du Air Liquide en disant, écoutez, finalement, on garde vos actifs industriels. Voilà un bon, vous pouvez aller demander à Emmanuel Macron qui vous donne 600 millions d'euros sur les 22 milliards qu'il nous a volés. Et ça va arriver avec tous les actifs français en Russie, et il y aura le compte, croyez-moi, il y a des énormes investissements. Donc pour les Russes, évidemment, c'est tout bénef, puisque au lieu des bons socialistes français qui valent rien, eh bien, ils vont se retrouver avec des actifs industriels qui, eux, valent très très cher. Hein. Voilà. Donc voilà un peu la situation. C'est mon explication pour Air Liquide. Si vous avez d'autres explications, eh bien, je les attends. Économie toujours, alors cette fois économie de guerre, le général Gnatov, qui est le chef de l'état-major général de l'armée ukrainienne, a déclaré que la guerre à l'Ukraine lui coûtait 172 millions de dollars par jour. Alors ce chiffre m'a attiré mon attention parce que j'avais vu récemment dans un article que en fait la guerre des États-Unis en Afghanistan, donc qui a duré 20 ans, a coûté en moyenne, 315 millions de dollars par jour. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce que Washington a pu un instant imaginer, à l'époque de Biden, qu'en dépensant 2 fois moins d'argent pour faire la guerre contre la Russie qu'ils en dépensaient pour faire les guerres contre les talibans, guerre qu'ils ont perdue, eh bien, il y avait une seule chance que Kiev l'emporte. Évidemment, aucune, hein, et ça rejoint ce qu'on a expliqué dans Ukraine. Pourquoi la Russie a gagné? C'est un calcul de potentiel. Il s'agit de faire un peu des mathématiques et pas du marketing. Et donc il y avait cette première constatation qu'on peut faire. Et évidemment, ça rebondit sur les dernières déclarations de Zelensky, qui déclarait que son plan A, c'était de terminer la guerre cette année. J'imagine victorieux, bon, on va voir. Je suis quand même très sceptique. Soit il aurait besoin de 60 milliards de dollars en plus, voilà, pour pouvoir la continuer l'année prochaine. Donc, comme on le voit, effectivement, le calcul des potentiels que n'importe quelle personne avec un peu de jugeote et un peu de connaissance de l'Ukraine, de la Russie et du potentiel militaro-industriel otanien pouvait faire, eh bien, permettait d'aboutir à la conclusion dès février 2022 qu'il fallait arrêter la guerre tout de suite parce qu'il était certain que la Russie allait l'emporter si ça continuait. Et ce chiffre de 172 millions de dollars par jour montre bien que sans l'aide de l'OTAN, des pays de l'OTAN, la guerre s'arrêterait tout de suite. La réalité, c'est celle-là. Politico-stratégique maintenant, j'ai été très surpris, je l'avoue, de cette réconciliation entre la Biélorussie et les États-Unis. On se souvient que sous Biden, plusieurs sanctions ont été mises contre la Biélorussie. D'abord contre la Biélorussie elle-même à cause de l'échec de la tentative de révolution colorée qui avait eu lieu en 2021 de mémoire, et également parce que la Biélorussie refusait de se séparer de son allié russe. Donc il y avait eu énormément de sanctions qui avaient été mises. Et là, Donald Trump a envoyé une délégation pour renouer avec la Biélorussie, lever les sanctions. Donc ça veut dire qu'a priori, il va y avoir des vols directs entre Minsk et les États-Unis.
La compagnie Belavia n'est plus sous sanction. Ça, c'est une première chose. Et puis, je pense aussi c'est lié sans doute aux achats d'engrais, puisque la Biélorussie, je crois, est le 3e exportateur d'engrais derrière la Russie et le Canada. Enfin, d'ailleurs, le Canada est en première place, la Russie en 2e et la Biélorussie en 3e place. Donc, c'est assez intéressant. Évidemment, c'est une porte ouverte vers la Russie. On peut considérer que c'est une première étape. Et ça a été marqué également lors du déroulement des manœuvres Zapad, ça veut dire l'Ouest, donc qui ont eu lieu en Biélorussie, où, tenez-vous bien, les Russes et les Biélorusses ont mobilisé 100 000 hommes pour participer aux manœuvres. 100 000 hommes, alors que la Russie continue à mener triomphalement son opération militaire spéciale. 100 000 hommes, c'est plus du tiers de l'effectif total de l'armée française. Il faut bien se rendre compte de ce que c'est. Donc, évidemment, ça montre la puissance non seulement de la Russie, mais de la Biélorussie, sa capacité à mobiliser. C'est l'avantage d'avoir une armée populaire plutôt qu'une armée de professionnels, évidemment. Et donc, on a vu différents armements. C'était assez intéressant. Et on a vu 2 officiers américains observateurs. Normalement, ces manœuvres Zapad se déroulent régulièrement et on a eu, nous on envoyait avant le 2022, on envoyait également l'attaché militaire, observer, etc., etc. Et là, on a noté donc 2 choses à mon avis qui m'ont paru importantes. C'est 2 officiers américains qui ont été là, qui ne sont pas cachés. Et l'Inde a envoyé, et ça aussi c'est évidemment un message très ferme envoyé par le Premier ministre Modi à Washington, une 50aine qui non seulement ont observé, mais également ont participé. Donc à ces manœuvres, j'imagine, au niveau des états-majors, au niveau de certaines spécialités. Donc c'était un grand succès qui montre bien la bascule du monde et l'isolement de l'Union européenne. La réalité, c'est ça en fait, c'est l'isolement de l'Union européenne. Une des conséquences de ces manœuvres, c'est que la Pologne a fermé sa frontière avec la Biélorussie. Et le problème, c'est que l'axe Biélorussie-Pologne est un point de passage essentiel pour les produits chinois. C'est fait partie des routes de la soie. Il y a environ 30 milliards de dollars de produits qui utilisent cet axe donc, pour venir de l'Asie jusqu'en Europe. On pensait que la frontière allait être ouverte à la fin des manœuvres, mais pour l'instant, elle reste fermée. Visiblement, Varsovie veut montrer les muscles, ce qui est idiot, puisque la Pologne, bien sûr, gagne de l'argent sur ce passage. En revanche, pour la Russie, c'est une excellente chose, puisque immédiatement, les Chinois se sont dit on va tester la fameuse route maritime du Nord qui passe par l'Arctique dont nous vous avons parlé. Donc un porte-container a été affrété pour voir ce que ça donne pour livrer les marchandises chinoises en Europe. Et donc on va voir si la Pologne va être aussi suicidaire que la Finlande et détruire toute une partie de son économie frontalière en maintenant cette frontière fermée. Politique toujours, il y a eu une élection importante dans l'ouest de l'Allemagne, dans le land de Nordrhein-Westfalen, qui a été remporté par les chrétiens démocrates, donc le parti de Friedrich Merz, mais avec un résultat en baisse, sachant que déjà lors de la précédente élection, il y avait eu une baisse significative du nombre de votants pour les chrétiens démocrates, et en revanche, une augmentation significative, plus 9% de l'AfD, donc des nationalistes de l'AfD. Et ça, c'est extrêmement important parce que nous sommes dans l'ouest de l'Allemagne. Normalement, les bons scores de l'AfD, c'est plutôt à l'est. Donc ça montre qu'il y a une évolution très intéressante de l'électorat allemand qui suit le discours de l'AfD contre l'immigration, pour avoir de nouveau une énergie pas chère en renouant de bonnes relations avec la Russie et de se débarrasser du boulet ukrainien. Donc c'est une excellente nouvelle pour l'Allemagne. Malheureusement, nous, évidemment, on n'a pas ça. Ce genre de parti nationaliste en France n'existe tout simplement pas. Dernière nouvelle politico-stratégique, il y aura cet automne des élections en Tchéquie qui font très peur à l'Union européenne, à l'OTAN et bien sûr à l'Ukraine, puisque l'un des partis qui pourrait l'emporter, et comme l'avait emporté d'ailleurs Fico en Slovaquie, est contre les livraisons d'armes et de munitions essentiellement à l'Ukraine. Donc ça, ce serait un grave manque pour l'Ukraine, puisque la Tchéquie a une capacité militaire industrielle très importante par rapport à la taille du pays, mais ça, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ça date pas d'hier. La Tchéquie produit des armes. D'ailleurs, les Français produisent le César sur un châssis Tatra. Donc voilà, à suivre. Est-ce que les Européens de l'Ouest vont tenter un putsch comme en Roumanie, comme en Moldavie, de truquer les élections, de menacer, de faire appel à la Cour constitutionnelle? Nous allons le voir dans les semaines qui viennent. Ça va être
intéressant. Empire du mensonge maintenant, figurez-vous qu'Emmanuel Macron est un menteur. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le géopoliticien économiste Jeffrey Sachs, donc qui est très actif en ce moment. C'est un Américain qui est très actif sur le conflit ukrainien, qui connaît très bien la Russie et l'Ukraine. Il y était présent début des années 90. D'ailleurs, il était d'abord très controversé en Russie parce qu'on estimait qu'il faisait partie de ces Chicago's Boys qui sont à l'origine de la thérapie de choc économique qui a fait tant de mal au début des années 90 en Russie. En tout cas, là, il est devenu un acteur et un analyste et je dirais un témoin très favorable à la Russie sur ce qui se passe, donnant raison finalement à Vladimir Poutine, donnant raison à ce que les gens comme moi disent, c'est-à-dire que Vladimir Poutine voulait vraiment trouver un compromis et la neutralité de l'Ukraine, et c'est pour ça qu'il a attendu si longtemps pour faire respecter les accords de Minsk, qu'il était prêt à négocier en avril 2022 avec Zelensky, et qu'évidemment ce sont essentiellement les anglo-saxons qui ont mis de l'huile sur le feu. Et ce qu'il a dit là, dans le journal italien Il Fatto Quotidiano, il a dit que Emmanuel Macron lui avait dit que la Russie avait attaqué l'Ukraine à cause de l'OTAN. Donc c'est-à-dire que tout ce narratif que nous balance Macron, c'est une guerre d'agression, ne l'oublions pas, il sait très bien que c'est faux. Donc il ment, nous savons qu'il ment, ils savent que nous savons qu'il ment, mais il continue à mentir, comme disait Solzhenitsyn. Et tout de suite le moment bunker. Das war ein Befehl! Alors le moment bunker aujourd'hui, c'est le général Kellogg. Pour rappel, il y a 2 envoyés de Donald Trump pour régler le conflit ukrainien. Il y a l'excellent Witkoff qui d'ailleurs va éteindre tous les incendies, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Russie, partout où il peut aller. Et également, il y a cette vieille baderne, pardonnez-moi, je me laisse aller, de général Kellogg, donc qui rappelle beaucoup ceux qu'on voit sur nos plateaux de télévision français, et qui, lui, c'est l'homme de l'État profond, c'est le général de l'État profond qui veut continuer la guerre en Ukraine, et qui s'est rendu à Kiev, et il a déclaré que lui, écoutez bien, et le général Kane, donc qui est le chef d'état-major interarmé américain, partage l'avis selon lequel l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Donc évidemment, on est dans du grand n'importe quoi, mais c'est tout de même intéressant, et ça montre à quel point était important ce voyage de Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska. Pourquoi ? Parce que Trump a pu entendre directement de la bouche de Poutine la situation réelle sur le terrain. Et ajoutons à ça qu'il a Witkoff, il a Tutsi Gabbard, le chef du renseignement américain. Et je pense qu'aujourd'hui, dans sa tête, c'est totalement clair, et ça explique ses dernières déclarations. Il a compris que la Russie avait gagné la guerre, et il ne croit plus un mot de ce que lui dit Witkoff, Zelensky, Macron, quand il l'appelle, pour macroner. Donc voilà, un moment bunker important, parce que ça explique le comportement erratique, plusieurs fois, de Donald Trump vis-à-vis de l'Ukraine. Et cette semaine, à l'intérieur de l'Empire du mensonge, nous avons un moment grand architecte. Le grand architecte m'interpelle. Il est la balance qui pèse mes actes et les juge. Donc le grand architecte cette semaine nous a parlé sur LCI par l'intermédiaire de son représentant sur Terre, Alain Bauer, qui nous a sorti ça. Comment est la reconstruction du rêve impérial russe ? Il faut les écouter, Souslov, Surkov, Karaganov, tout le monde parle tout le temps et nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais écouter ce qu'ils nous disent. Mais pouvons-nous... Donc là, Alain Bauer, pour justifier son mensonge comme quoi la Russie aurait de nouveau une politique impériale et qu'elle le revendique, ce qui est faux, c'est un mensonge, il fait ce qu'on appelle du name dropping. Il nous balance un nom, pardonnez-moi l'anglicisme, je vais encore me faire gronder, de quelqu'un pour nous impressionner, Karaganov. Alors Karaganov, on en a déjà parlé, notamment sur la question nucléaire. J'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a 2 ans dans le cadre du club Valdai, et d'ailleurs il avait été désavoué par Vladimir Poutine, puisque lui demandait des frappes nucléaires en premier de la part de la Russie. Notamment, il avait pris l'exemple de Varsovie en disant « On va envoyer une bombe nucléaire sur Varsovie, personne n'osera réagir, parce que de toute manière, on en a encore des milliers derrière, et que les États-Unis vont pas risquer de se faire vitrifier, et comme ça va calmer tout le monde. » Vladimir Poutine lui avait répondu, toujours à cette même époque, pendant le club Valdai, en disant non. En gros, la Russie a la même doctrine que la France, c'est-à-dire nous utiliserons l'arme nucléaire si on utilise contre nous l'arme nucléaire, ou si l'État russe subit une menace existentielle, ce qui est loin d'être le cas, encore une fois, étant donné l'armée de bras cassés de l'OTAN. Donc Alain Bauer a cité un article de Karaganov du mois de juillet, donc je suis allé sur le site de Karaganov, où vous pouvez trouver tous les articles et les interviews qu'il a donnés. Donc j'ai regardé, effectivement, il a publié pas mal d'articles en juillet que j'ai lus, mais surtout, en fait, finalement, j'ai pris
L'interview la plus récente qu'il ait donnée, que vous pouvez aller consulter, normalement avec Google Translate, vous devriez à peu près comprendre ce qu'il a dit, dans lequel il dit exactement le contraire de ce que dit Alain Bauer, le messager du grand architecte. Voilà ce qu'il dit à propos de l'Empire russe. Des tsars ont commis une grave erreur lorsque, pour lutter contre les Britanniques ou une menace britannique inexistante, ils ont investi l'Asie centrale. Dieu merci, nous sommes amis avec eux. Mais cela a englouti une part considérable de nos ressources qui auraient pu être utilisées sur le plan intérieur. C'est exactement ce que dit Déroulède lorsqu'il s'oppose à la colonisation de Jules Ferry de la gauche française en Afrique. Sous Staline, les communistes, grâce à diverses circonstances dont, à mon avis, le hasard, se sont emparés de l'Europe centrale et orientale, ce qui a également englouti nos ressources et qui, bien sûr, a servi de tampon de sécurité dans une certaine mesure, mais cela a été très coûteux. Donc là, Karaganov, pour la même raison, condamne l'expansion du bloc soviétique en fait à l'est de l'Europe, selon toujours le même principe que ça sert à rien et que ça coûte de l'argent, comme on disait au moment de la décolonisation, plutôt la Corrèze que le Zambèze. Assumer des obligations pour un grand nombre de pays qui ne font pas partie de notre espace culturel et politique d'origine n'en vaut pas la peine. Lorsque nous avons tenté d'intervenir en Afghanistan, nous avons eu ce que nous méritions. Et en revanche, on va voir ce que déplore Karaganov et ce qu'il appelle son empire. Nous n'aurions pas dû abandonner ces régions qui constituent le cœur de notre pays, notre empire. C'était stupide, dû à l'erreur fatale de nos prétendus réformateurs des années 1980 et 1990. Mais nous entrons désormais, à mon avis, dans un cadre normal. Et soit dit en passant, le fait que l'Asie centrale ne fasse pas partie de notre État nous est bénéfique. Elle a reçu d'importantes subventions russes. L'Ukraine détenait d'ailleurs la plus grande part de ces subventions, tandis que la Géorgie recevait les subventions les plus élevées par habitant. Par conséquent, nous devons comprendre que nous n'avons pas de frontières spirituelles, mais des frontières géographiques. Elles doivent être raisonnables, mais rigoureusement défendues. C'est exactement ce que nous faisons actuellement en Ukraine, car par stupidité et non par faiblesse, nous avons renoncé à une partie de notre territoire absolument essentielle sur le plan géostratégique. Donc, comme on le constate, ce que dit Karaganov, et ça, je pense que ça colle parfaitement avec ce que pense Vladimir Poutine, il est hors de question de se répandre de nouveau en Europe de l'Est et de supporter le poids financier, appelons un chat, de ce tiers-monde est-européen qui vit au crochet de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, essentiellement. En revanche, l'Ukraine, oui, ça fait partie de l'Empire. L'Ukraine, c'est les terres russes, c'est la Russie historique. Donc ça, on récupère. Et encore une fois, je pense, sans l'ouest de l'Ukraine, mais on ne retourne pas en Asie centrale, on ne retourne pas en Europe de l'Est, ça n'intéresse pas la Russie. Donc, contrairement à ce qu'affirme le représentant du grand architecte Alain Bauer, les affirmations comme quoi la Russie voudrait recréer l'Empire russe, l'URSS, tout ça est complètement faux. La Russie veut récupérer les terres russes, dont l'Ukraine, en tout cas la nouvelle Russie, l'Ukraine centrale, font partie. Et je pense que c'est de ça qu'il est question, et c'est de ça dont il faudra discuter quand les Européens maintenant auront assumé la défaite militaire. Considération militaire maintenant. Et d'abord, je voudrais revenir sur le sujet que j'avais traité la dernière fois. Si vous vous souvenez, j'avais critiqué la manière dont l'armée anglaise s'entraînait, agglutinée derrière un char, et donc à la merci de n'importe quel drone FPV. Et j'avais émis l'espoir que les Français, eux, avaient tiré les leçons et qu'ils ne s'entraînaient pas, ils ne commettaient pas les mêmes erreurs. Alors je remercie Fabrice Ribert sur Twitter, je vous recommande de suivre, puisqu'il a répondu donc dans les commentaires de la vidéo, avec cette vidéo de Fréjus en guerre. Alors c'est une manœuvre qui a eu lieu en mars 2025, et ça montre que l'état-major français, l'état-major de l'armée de terre, n'a toujours rien compris à la guerre de haute intensité telle qu'elle se déroule en Ukraine depuis 3 ans. C'est vrai que ça fait que 3 ans que ça dure. Et donc, on voit aussi des soldats français agglutinés les uns aux autres, alors que 2-3 drones FPV là-dedans, et tout le monde est mort. Donc c'est une véritable catastrophe. Et quand on voit l'arrogance d'un Goya, d'un Dourakovlev, d'un Richoux sur les plateaux de télé, alors que notre propre armée est incapable de tirer aucune leçon de ce qui se passe en Ukraine depuis 3 ans, et il y a de quoi s'inquiéter vraiment pour l'avenir de la défense. On est vraiment dans les années 30. Là, pour le coup, on y est dans les années 30. On est commandé par des gamelins et espérons qu'on ne sera pas amené à déployer des forces dans des zones où on pourrait être attaqué par des drones. Parce qu'en plus, c'est un armement bon marché. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais à l'abri sur aucun des théâtres d'opération.
Un de mes auditeurs me demande, si j'ai bien compris la question, s'il est vrai que si l'OTAN mettait ses missiles en Ukraine, eh bien, il ne mettrait que 5 minutes pour arriver sur Moscou, on va dire, ces missiles nucléaires, alors que si c'était en Pologne, ça prendrait 10 minutes. Alors, sur les temps de frappe, je ne peux pas répondre précisément. C'est des données, c'est des chiffres effectivement que j'ai déjà entendus, notamment du côté russe. Mais de toute manière, tôt ou tard, les Européens, les Américains auront des missiles hypersoniques, même s'ils sont beaucoup de retard par rapport à la Russie. Et donc, ces délais de frappe vont être de plus en plus réduits. Je pense que, avant tout, ce que voulait la Russie, encore une fois, c'est ce que dit Jeffrey Sachs, la Russie veut que l'Ukraine soit neutralisée dans tous les sens du terme. C'est un pays neutre avec une armée hors d'état de nuire, une armée d'armistice comme ce qu'on a imposé aux Allemands en 1918, en gros, voilà, qui respecte ses engagements. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et le fait de temps d'arrivée du missile, bon, de toute manière, si vraiment on bascule dans la guerre nucléaire, même si la Russie a réussi à arrêter, on va dire, 90% des missiles nucléaires, ce qui ramènera le pays à l'âge de pierre, et puis dans l'autre sens, évidemment, l'Europe, les États-Unis seront complètement rasés. Donc le but de guerre essentiel de la Russie, c'est la neutralité de ce qui restera de l'Ukraine maintenant, et la fin des persécutions religieuses, raciales et linguistiques dans ce pays. Voilà. Philippe m'a demandé également si c'était vrai qu'en 2002, Vladimir Poutine, dans une interview, avait dit que pourquoi pas l'Ukraine pourrait rentrer dans l'OTAN. C'est vrai, il l'a dit. Mais on est en 2002 et rappelons aussi que Vladimir Poutine avait proposé à Bill Clinton que la Russie aussi rentre dans l'OTAN. À cette époque-là, Vladimir Poutine, qui fait partie d'une génération en Russie qui a cru que réellement la Russie pourrait faire partie donc de ce bloc occidental, c'est en fait la fin d'un bloc où on pourrait trouver des relations bilatérales, un système d'intégration. C'était d'un côté la maison commune européenne, mais également une relation, encore une fois, de partenariat avec les États-Unis. C'était une idée qui était souvent partagée, alors qui a été mise à mal d'abord par les bombardements contre la Serbie en 1999, mais malgré tout, c'était encore à l'ordre du jour. Je vous renvoie à l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Il raconte, oui, c'est vrai, j'ai dit à Bill Clinton que nous étions prêts à faire partie de l'OTAN. C'était en fait une forme de test, et je pense que c'était la même chose en ce qui concerne l'Ukraine. C'était l'idée, nous allons tous intégrer un groupe commun et dans lequel nous ne serons plus des adversaires, mais des partenaires. Mais là, je vous renvoie au livre de Georges-Henri Soutou, mon maître, La Grande Rupture. Eh bien, les néoconservateurs américains, à commencer par les démocrates, en ont jugé autrement et ont décidé de continuer la guerre froide finalement contre la Russie. Ce à quoi l'on assiste aujourd'hui, à mon avis, c'est la véritable fin de la guerre froide. La guerre froide s'est pas terminée en décembre 1991, elle a continué. Simplement, la Russie a été affaiblie pendant une dizaine d'années, et maintenant c'est elle qui domine le champ de bataille et, je dirais aussi, le champ énergétique. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Dernière considération militaire générale, le général Syrski, donc, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a démis de leurs fonctions les chefs du 17e corps d'armée Silenko et du 20e corps d'armée Kitugin. Donc je vous montrerai où c'est sur la carte. C'est le front sud devant Zaporozhye et le front sud-est, donc en direction sur la région maintenant, d'ailleurs à l'intérieur de la région de Dnipropetrovsk, donc parce que les deux fronts sont en train de trembler, notamment celui de Dnipropetrovsk était à la limite de l'écroulement. Donc évidemment, ça marche pas. Et ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que j'en parle, c'est que ça nous donne raison à Sylvain Ferreira et moi. Nous n'avons jamais cru au passage de la brigade, du niveau de commandement de la brigade à celui de corps d'armée. J'en avais parlé également dans le dernier bulletin. Moi, j'avais expliqué que pour moi, cette formation de corps d'armée, c'était purement administratif et que l'armée ukrainienne n'a absolument pas, y compris l'OTAN d'ailleurs, n'ont absolument pas les moyens ni la compétence pour former un état-major d'un corps d'armée qui serait capable de faire manœuvrer 50 000 hommes avec différentes unités, différentes coordinations, de faire des concentrations de forces significatives. Tout ça, je n'y crois pas. Il y a trop d'incompétences au sein de l'OTAN et bien sûr de l'armée otano-kievienne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas la taille critique, je l'avais dit la dernière fois, quand on regarde vraiment dans le détail, le corps d'armée ukrainien, il fait à peine plus de 10 000 hommes. C'est d'ailleurs une division. C'est pas un corps d'armée. Donc ça nous donne raison à Sylvain Ferreira, à History Legend que j'avais cité et à moi, c'est-à-dire que l'Ukraine est incapable de combattre au niveau du corps d'armée qui reste au niveau de la brigade. Bon, de toute manière, le mieux c'est qu'ils arrêtent tout de suite parce qu'ils vont se faire balayer par les Russes qui, eux, sont capables
de fonctionner de cette manière-là, parce qu'eux, ils n'ont pas oublié l'héritage soviétique. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur. Donc les Otano-Kieviens ont frappé de nouveau sur les installations pétrolières, les raffineries russes. Donc il y a eu une frappe du côté de Novo-Ufimsk, donc près de Oufa, à cet endroit-là. Donc il y a eu une petite vidéo. Visiblement, c'est pas grand-chose. Et de toute manière, hein, je rappelle que sur les installations pétrolières, c'est toujours impressionnant, mais finalement, les résultats sont souvent en deçà des espérances otano-kieviennes. Il y a également une frappe sur Kirishi, dont on a parlé dans Bloomberg, puisque c'est également des installations qui sont dédiées à l'export. Et là aussi, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pareil à Primorsk, donc pareil orienté vers l'export. La conséquence dont on est certain, c'est que ça fait augmenter les prix du pétrole, hein, c'est ce qui avait permis à la Russie de gagner plus d'argent en 2024 qu'en 2023. Voilà, point important. Les Russes ont continué à frapper sur l'ensemble des infrastructures otano-kieviennes à l'intérieur du territoire ukrainien et notamment sur un centre logistique à épicentre dans la ville de Kiev. Et passons maintenant à la ligne de front. On va commencer pour une fois par le nord. Donc à Soumy, le front est toujours stabilisé. Du côté de Vovchansk, ici, les combats ont repris. Les Russes essayent de nouveau de progresser, ont consolidé leur position, mais pour l'instant, ça ne se voit pas trop sur la ligne de front. Là, en revanche, d'après les informations qu'on a, ça reste à confirmer, les Russes auraient repris leur offensive dans le nord-est de la région de Kharkov, et ce sera emparé de la localité d'Odradno, ici, à cet endroit-là. Du côté de Kupiansk, là aussi, la situation n'est pas claire. La plupart des cartographes considèrent que la situation est très favorable aux Russes et peu favorable aux Otano-Kieviens, mais toujours Yuri Podolaka met en cause les déclarations du commandement russe. Donc pour l'instant, je laisse comme ça, comme la semaine dernière, on ne sait pas trop où est exactement la ligne de front à l'intérieur de Kupiansk. Ce qui a été révélé en revanche, c'est que les Russes ont pour la 4e fois, hein, je rappelle, fait un tunnel. Donc je rappelle, la première fois, ça avait été Avdiivka, ensuite on a eu Toretsk, ensuite on a eu la libération de la région de Koursk. Ils sont passés par un tuyau. Alors là, c'est un petit tuyau, hein, qui permet surtout d'alimenter en logistique entre Liman Perve et Radovka à cet endroit-là. Et on le voit à l'est de Kupiansk, la Russie avance sur la ligne de front. Plus au sud, les Russes continuent leur poussée vers Krasny Liman. Ils sont en train d'achever la libération de la localité de Chandrilove, ici, et également ont commencé à prendre pied à l'intérieur de Yampol, et les combats avancent. Comme on le voit, la totalité des forêts de Sebrianka ont été nettoyées, donc c'est une excellente nouvelle. On descend plus au sud, du côté de Konstantinovka. Les Russes sont sensiblement avancés et sont à la limite de rentrer dans la localité de Konstantinovka. À l'ouest maintenant, c'est là que se déroule un des principaux combats du moment. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'après un mois d'efforts et des annonces bidons, les Otano-Kieviens ont réussi à avancer pour tenter de couper les troupes russes qui se trouvent ici de leur base. Donc ils se sont emparés de Vladimirovka ici, de Pankovka, et ils essaient de s'emparer de Nikonorovka. Alors il faut souligner que la plupart des cartographes et des correspondants militaires russes ne sont pas inquiets, mais Yuri Podolaka, lui, l'est. Donc moi je me mets toujours du côté de Yuri Podolaka, et il pense qu'ici se déroule un des combats les plus importants, puisque les Russes ont envoyé des renforts. Donc soit Kiev réussit cette percée, cet encerclement, et auquel cas, eh bien, c'est une victoire qui restera locale, mais significative, et qui fera perdre du temps à l'offensive russe. Soit les Russes l'emportent, et à partir de là, évidemment, tout devient possible, et on pourrait avoir de nouveau une accélération de la poussée russe, hein. Il faut voir qu'au moment même où les Kieviens tentent d'encercler les Russes à cet endroit-là, les Russes, eux, tentent d'encercler les Kieviens à cet endroit-là. Donc, à suivre, donc, c'est une des batailles les plus importantes du moment. Les Russes continuent tranquillement leur poussée sur Pakrovsk, hein. Ils ont quasiment isolé physiquement la dernière axe d'approvisionnement. Donc les choses avancent bien à cet endroit-là. Plus à l'ouest maintenant, les Russes se sont définitivement emparés de la localité de Muravka à cet endroit-là. Plus au sud, donc là c'est plutôt une mise à jour, parce que on ne savait pas trop ce qu'était devenue cette hernie ukrainienne à l'intérieur de la ligne de front, mais finalement a priori elle a été liquidée. Les Russes continuent à consolider
leur progression en direction de Novopavlovka, dans la région de Dnepropetrovsk. Après s'être emparés de Filié, ici, ils ont pénétré à l'est de la localité d'Ivanovka, donc qui pourrait constituer une base d'attaque vers précisément Novopavlovka. Les Russes ont définitivement nettoyé la contre-attaque otano-kievienne. Donc, après avoir repris Ziloné et Gaï, ils ont repris Andreevka, Kletsovo à cet endroit-là. Et c'est au sud que la progression russe de cette semaine est toujours la plus impressionnante. Là, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Vraisemblablement, pour pouvoir contrer la progression russe du côté de Kupiansk et de Pakrovsk, eh bien, Kiev a dû prélever des réserves à cet endroit-là. Et donc, comme on le voit, les Russes enchaînent les libérations de localités, Ternovo à cet endroit-là, Berezo ici, Novo-Mikhailovka ici, Novo-Ivanovka ici, Olgovskoye ici. Les Russes continuent à avancer en direction de Zaporozhye et ont pénétré à l'intérieur de Stepnogorsk à cet endroit-là. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 18 septembre 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à tous nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Prenez des cours de russe sur Logios, notre partenaire, avec Stratpol 10, je crois, le code qui vous permet d'avoir une réduction. Venez nous rendre visite, une fois comme ça vous pourrez parler russe, vous pourrez nous rendre visite. Pourquoi pas ouvrir un compte en banque et bénéficier de nos services sur Divergence Services. En tout cas, comme vous venez de le voir, les nouvelles économiques sont bonnes, les nouvelles diplomatiques sont excellentes, et puis les nouvelles sur la ligne de front sont aussi très très bonnes. Donc tenez bon courage, on les aura.